L'Ndrangheta, la mafia calabraise, a engrangé des millions d'euros grâce au trafic de déchets radioactifs. La Calabre, région de l'Italie à l'extrême sud-ouest de la péninsule. Véritable paradis sauvage, avec ses 800 km de littoral et ses majestueuses montagnes, elle est aussi au cœur d'un commerce macabre, celui des substances toxiques. En moyenne, sur 5 personnes que nous enterrons ici, 3 ont certainement succombé à des tumeurs. Tous les jours, nous creusons, nous effectuons des mesures avec des instruments ultramodernes. Je n'ai jamais vu le moindre déchet de ce genre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en aura pas. Attention, ne respirez pas. Pourquoi? Il y a des produits toxiques là-dessous. Les pays du Sud sont victimes d'une criminalité environnementale et notamment de trafic de déchets. Il y a un ratio entre le risque et le gain qui est très favorable à une activité criminelle. Là-bas, c'est comme une grande roue qui tourne. C'est pas pour rien qu'on qualifie le port de Gioia Tauro en Calabre de poubelle de l'Europe. On y écoule 70 à 80% des déchets européens. C'est une région où la situation est extrêmement grave. L'Ndrangheta, la mafia calabraise, a la main mise sur pratiquement tout. Derrière tout cela, il y avait certains services mandatés par leur gouvernement, soit pour dissimuler certaines activités, soit pour s'éviter un traitement en bonne et due forme des déchets dangereux, jugés trop coûteux. Les aveux du mafieux repenti et témoin principal Francesco Fonti ont fait couler beaucoup d'encre. Depuis des années, Sandro Mattioli, spécialiste de la mafia, suit l'affaire des déchets toxiques avec son amie Patrizia, qui consacre une partie de son temps libre au réseau criminel. Nous sommes en Calabre, une région très belle mais appauvrie, notamment à cause de l'Ndrangheta. Ce que nous voulons surtout élucider, c'est le rôle de la Calabre dans le traitement illicite des déchets, en mer et sur le continent. De nombreux endroits sont concernés par ce problème. Après des années de silence, l'enquête sur les décharges illégales et les épaves chargées de substances toxiques est relancée en Calabre. On va faire un tour du côté de Cosenza, et ici on va jeter un œil à Crotone. Ensuite on se rendra dans le massif de l'Aspromonte et ses environs. Le cap Spartivento a également son importance. Une de ces dangereuses épaves, le Rigel, dormirait sous les eaux au large du cap Spartivento, avec son chargement potentiellement radioactif. Au total, les organisations environnementales estiment qu'une centaine d'entre elles reposent sur les fonds de la mer Méditerranée. Le naufrage du Rigel remonte à 1987. Aucun message de détresse n'a jamais été émis. Quant à son équipage, il s'est volatilisé. Cérémonie commémorative en hommage à l'enquêteur Natale De Grazia. Membre du pool anti-mafia, il remontait la trace de plusieurs cargos de déchets. Jusqu'à la tragique journée du 12 décembre 1995. Il est alors en déplacement pour son travail. Il a sur lui les dossiers explosifs concernant le Rigel. Après le dîner, il s'effondre et meurt subitement. Un décès pour le moins surprenant.
Natale De Grazia a tout fait pour en savoir plus sur les navires chargés de déchets qui ont été sabordés. Il a dit aux 2 procureurs chargés de l'enquête: Je vous conduirai avec mon bateau. Il voulait dire par là qu'il savait précisément où se trouvait l'épave. Des blocs de ciment ont été fabriqués exprès et chargés à bord du cargo. De la poudre de marbre a été embarquée pour isoler la radioactivité. Manifestement, une fraude à l'assurance a été perpétrée avec ce navire. Il a été coulé volontairement. On sait pratiquement tout à son sujet, à part l'endroit où il gît. C'est une enquête qui a marqué ma vie à jamais. Au début, nous espérions que rien de tout ça n'était vrai. Je vous parle là en tant que Calabrais, citoyen italien et magistrat. Malheureusement, par la suite, de nombreux éléments nous ont prouvé que cela pouvait être la vérité. Nous avons acquis la certitude que des bateaux avaient été sabordés. À l'instar de Francesco Neri, d'autres procureurs ont subi des pressions quand ils n'ont pas été mis au placard. Avec la mort de Natale De Grazia, c'est toute une équipe d'enquêteurs qui se retrouve décapitée. À l'occasion de la cérémonie commémorative de 2016, Alessandro Bratti a fait le déplacement jusqu'en Calabre. Président de la commission parlementaire contre la mafia de l'environnement, il veut reprendre l'enquête à zéro. Natale De Grazia est un modèle, mais hélas aussi une victime. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs éléments nouveaux qui nous permettraient d'approfondir certaines données découvertes à l'époque par De Grazia. Il y a des années, à Rome, une commission parlementaire a conclu que Natale De Grazia n'avait pas pu mourir de mort naturelle, mais qu'il avait été empoisonné. Voilà qui vient démentir le rapport émis par la médecin légiste. Elle avait à 2 reprises constaté un arrêt cardiaque. Ce médecin est Simona Del Vecchio, sous le coup d'une inculpation depuis 2017. Elle aurait signé 46 rapports concernant des cadavres qu'elle n'a jamais examinés. Face au journaliste italien Giulio Golia, elle nie toute manipulation, y compris pour l'autopsie de Natale De Grazia. Lei non ha mai avuto rapporti con i servizi segreti? Ma assolutamente, Giulio. Ma no. Minacce? No, no, assolutamente. Perché devo dire? Pressioni? No. Durante le autopsie? No. Nuccio Barilla est à la tête de l'organisation environnementale Legambiente en Calabre. Il connaissait bien Natale De Grazia. À l'époque, il avait été le premier à collecter des informations explosives. Les services secrets militaires ont immédiatement identifié une quarantaine de localités où avaient lieu des activités suspectes. Un document publié en 2017 le prouve. Les services secrets italiens étaient informés que des bateaux remplis de déchets toxiques et radioactifs étaient sabordés. Cette liste en répertorie près d'une centaine. Les autorités devaient débloquer des moyens pour poursuivre l'enquête. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Rien. Même lorsque les enquêteurs prennent connaissance d'une conversation édifiante entre 2 chefs de la 'Ndrangheta, rendue publique en 2005. Assez de chichi. Attendons le bon moment et personne ne pourra nous reprocher quoi que ce soit. Et la mer, c'est la nôtre qu'on va polluer. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Avec ce que ça va nous rapporter, on ira vivre au bord d'une autre mer. Aujourd'hui, ce ne serait pas un problème de refaire des analyses avec les nouvelles technologies. Il est de notre devoir de découvrir la vérité. Si de l'uranium enrichi a bien été immergé ici, c'est une véritable bombe à retardement. Pourquoi je m'accroche? Parce que c'est un sujet dont on ne parle quasiment pas et qui fait souffrir des gens ici en Italie. Depuis la fin des années 1980, la Calabre est connue pour être une région où on expédie des déchets.
La vallée de Gioia Tauro, un paysage fertile autour du plus grand port de Méditerranée pour le transbordement de conteneurs. Ici, les gens vivent dans la misère. La mafia calabraise, la 'Ndrangheta, contrôle tout, à son propre avantage. Dans la Piana, la région autour de Gioia Tauro, il y a 3 clans. Les Pesce, les Mole et les Piromalli, qui sont également présents en Allemagne. Dans l'Antiquité, cette région était une colonie grecque. Actuellement, le port offre quelques centaines d'emplois pour des dizaines de milliers d'habitants. Dans les campagnes, des migrants offrent leurs services. Près de 60% de la jeunesse calabraise est au chômage. Raquettes et violences dominent le climat social. Non loin de Gioia Tauro se trouve la décharge illégale et désormais fermée de Zimpario. Pendant des décennies, on y a déversé des déchets sur plus de 40 hectares, soit la surface d'environ 60 terrains de football. L'avocat Giacomo Saccomanno consigne minutieusement les actions illicites de la 'Ndrangheta. Quand j'ai commencé à évoquer leurs activités et à citer des noms, le préfet a demandé à ma femme « Mais pourquoi fait-il cela? Pour devenir maire? Il ferait bien mieux de laisser tomber. » Un préfet m'a dit ça. Si je redoute la présence de substances toxiques, voire de déchets nucléaires, c'est à cause d'une étude que j'ai menée il y a une trentaine d'années. À l'époque, j'ai remarqué que toutes les familles de la région étaient touchées par le cancer du poumon. Nous avons alerté les autorités sanitaires, mais nos demandes sont restées lettres mortes. Ici, il est question de déchets venus de toute l'Europe, d'Autriche, de France et d'Allemagne, de tous les pays qui possèdent des centrales nucléaires. Zimpario est l'une de ces décharges, et il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Les autorités en recensent un peu moins de 600, officiellement. Dès 1999, il est question d'analyser et d'assainir ces décharges. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait, ou presque. Rencontre avec le procureur de Reggio de Calabre. Auparavant, il a dirigé l'enquête sur les déchets dans la région de Naples. Je suis persuadé que des déchets toxiques, voire radioactifs, ont été enfouis en Calabre. Notamment parce que c'est l'une des régions où le crime organisé a les pleins pouvoirs sur tout le territoire. Les patrons de la 'Ndrangheta mènent une vie plutôt discrète. En revanche, il n'est pas rare que leurs proches, eux, se montrent plus turbulents. En 2016, un hélicoptère dépose un couple de jeunes mariés en plein cœur du centre historique du Nicotera, sans autorisation. Le marié n'est autre que le neveu d'un chef de clan local, attendu par 600 invités. Des heures durant, les festivités paralysent la ville. On estime à plus de 50 milliards d'euros le chiffre d'affaires annuel de tous les clans réunis de la mafia calabraise. Ils sont organisés en familles, à l'intérieur desquelles le silence est une question d'honneur. Les repentis, qui acceptent de coopérer avec la police, sont donc rares. Les affaires honnêtes, elles, végètent dans l'ombre. Les municipalités sont souvent gangrénées par la mafia. En 2014, des habitants de Gioia Tauro se sont battus contre des livraisons illicites d'eau usée dans leur station d'épuration. La rivière Petrace dégageait une odeur pestilentielle. Pendant des années, des militants ont observé les allées et venues sur le site de la société exploitante IAM et interrogé les chauffeurs des camions. Quanto tempo impiega per svuotare questo camion? Adesso ritornerà? Sicuramente non è percolato però che viene dalla Calabria. En 2014 toujours, 600 tonnes d'armes chimiques en provenance de Syrie ont été chargées à bord du navire américain Cape Ray, en plein milieu du port de Gioia Tauro. À nouveau confrontés au danger,
les habitants de la région sont redescendus dans la rue, des semaines durant. En vain, les forces spéciales responsables affirment pourtant qu'en cas d'accident, les équipements de sauvetage seraient insuffisants. L'inquiétude grandit, les bourdes s'enchaînent. Aux citoyens en colère, le ministre des Transports de l'époque fait la déclaration suivante. Il porto di Gioia Tauro è stato scelto perché è un'eccellenza tra i porti italiani e nel porto di Gioia Tauro nel 2012-2013 sono state smaltite oltre 60.000 tonnellate di materiale appartenente alla stessa categoria. Nous avons toujours dit que Gioia Tauro était la décharge de la Calabre. Aujourd'hui, nous affirmons qu'en réalité, c'est celle du monde entier. Une terre empoisonnée et une région qui bourdonne de l'activité des grandes multinationales. Nous faisons la connaissance du journaliste Michele Albanese. Bien qu'il s'attire régulièrement les foudres des parrains de la mafia, il continue à écrire, mais sous surveillance policière. Il évoque l'exemple très représentatif d'un ancien site de la multinationale française spécialisée dans le traitement des eaux et des déchets, Veolia. Veolia a acheté l'usine d'incinération de déchets de Gioia Tauro, qu'elle s'est dépêchée de revendre 3 ou 4 ans plus tard. Ce monstre produit des dioxines et des particules fines néfastes pour la santé des gens. C'est incontestable. Il n'existe pas plus d'obligation de mesure pour les particules ultra fines que d'instruments pour les effectuer. Concernant les émissions de dioxines, Veolia aurait respecté, officiellement du moins, la valeur limite en vigueur. Problème, pour les vieilles usines, la tolérance est nettement plus élevée. En 2017, comme tous les ans, la multinationale française dresse son bilan annuel à Paris. Tandis que ses responsables brandissent fièrement leurs résultats, de leur côté, les Calabrais doivent s'accommoder du lourd héritage qu'elle leur a laissé. Veolia est aujourd'hui le leader mondial du marché des services à l'environnement. Toute la mission que s'est donnée Veolia, accéder aux ressources, protéger les ressources, renouveler les ressources, bref, ressourcer le monde. À Gioia Tauro, il ne reste plus que l'enseigne de l'entreprise devant l'usine d'incinération. La seule dans toute la Calabre. Les habitants l'ont surnommé le monstre environnemental. Selon le militant écologiste Jean-Luc Touly, également employé de Veolia, ce départ d'Italie illustre parfaitement la stratégie globale de la firme française. Lui-même travaille dans l'un des sièges de Veolia, près de Paris. Veolia a des liens extrêmement étroits avec toutes les partis politiques. J'ai donné 3 exemples. Arthur de Villepin, Pauline Borloo, Julien Bartolone, président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, ministre de l'Environnement. Leurs enfants travaillent chez Veolia. Ce qui se passe en Calabre avec Veolia et ce qui se passe pratiquement partout dans le monde, en France ou dans les pays du Sud, ils gonflent les charges de personnel, les charges du siège, différentes charges, et qu'effectivement, la comptabilité qui est proposée montre qu'ils ne payent jamais d'impôts sur les sociétés parce qu'ils sont toujours en déficit. Même M. Bouton, avec l'affaire Kerviel, il y a un certain nombre de Des propos qui ne sont pas vraiment au goût des patrons de Veolia. Je ne parle pas de ça, mais qui sont mêlés à des affaires de justice. Monsieur Touly, salarié de Veolia depuis 41 ans, est avant tout un acteur politique et médiatique dont l'action essentielle est de critiquer, d'attaquer et de salir notre société par tous les moyens. Monsieur Touly a été condamné par la justice pour diffamation envers Veolia. Quelques jours après l'Assemblée générale, le tribunal administratif tranche. La demande de licenciement de Jean-Luc Touly par Veolia est rejetée. À Reggio de Calabre, depuis 4 ans, la filiale de Veolia, TEC, fait l'objet d'une procédure devant les tribunaux. Il est question de fraude, de corruption et de trafic illégal de déchets en bande organisée. Après le départ de Veolia, les municipalités doivent gérer seules le traitement de leurs déchets.
c'est la porte ouverte à de dangereuses dérives. En 2017, la municipalité de Gioia Tauro est pour la 3e fois placée sous surveillance de l'État pour cause d'infiltration mafieuse. Pour ce qui est des déchets, la mafia calabraise ne peut pas opérer seule. C'est ma conclusion, suite à une série d'enquêtes. Dans ce secteur, des multinationales sont partie prenante. Lorsqu'un de ces colosses voit un intérêt à agir dans les zones dangereuses de Calabre, il vient négocier des contrats au niveau local, quitte à traiter avec le milieu criminel. Il arrive même que les multinationales entament les discussions bien en amont. À ce stade, on ne peut plus parler de dialogue, mais de projets de grande envergure. Le port de conteneurs de Gioia Tauro. Ici, une autre multinationale est impliquée. Le terminal est géré par MCT, une filiale de Conchip Italia Group, elle-même dans le giron d'une firme établie à Brême, Eurogate. Le tout est chapeauté par un certain Thomas H. Eckelmann. Eurogate, poids lourd européen des opérateurs de terminaux, a été fondé en 1999, en comité restreint. Sie wissen ja, wie das in so Ehen ist. Da liegt auch die Ehefrau im Bett mit dem Hausfreund, das Telefon klingelt, sie nimmt ab und sagt, selbstverständlich, Liebling, aber natürlich, Liebling, gar kein Problem. Da fragt der Hausfreund, wer war das denn? Sagt sie, das war mein Mann. Sagt er, oh, was wollte er denn? Er hat mir gesagt, er ist mit dir noch Skat spielen und kommt 2 Stunden später. Aber so wollen wir nicht anfangen. Une création d'entreprise partie d'une relation personnelle, celle de l'Allemand Thomas Eckelmann et de la patronne de Conchip Italia Group, Cecilia Battistello. L'union est célébrée en 1996, en affaires comme à la ville. Today, for lifetime achievement, goes to Cecilia Eckelmann Battistello. Lors d'une remise de prix, la mariée explique à quel point les deux entreprises sont désormais liées. You and Thomas are more than just business partners. You are husband and wife as well. And I just wondered, do you spend your evenings immersed in talk of TEUs and Malacca Max vessels? Is that what goes on in your house? Unfortunately, it's not only the evening. It is when you are in bed, under the shower, in the bathroom, when I'm cooking, when I am out with the dogs, when you sit in the car, when you sit in the aeroplane, when you sit on the train, and it never ends. Beaucoup d'amis proches d'Eckelmann ont suggéré qu'il avait peut-être misé sur le mauvais cheval, que ce soit par amour ou par convoitise. Peut-être était-il déjà tellement impliqué dans cette liaison qu'il ne pouvait plus faire machine arrière. Depuis sa fondation, le port de Gioia Tauro est dans la ligne de mire des autorités publiques. En route pour le bureau d'Andrea Agostinelli, commissaire extraordinaire de l'autorité portuaire de Gioia Tauro. Depuis 2015, le ministère des Transports fait surveiller les transactions réalisées dans tous les ports italiens. Le port de Gioia Tauro dégage quasiment 50% du produit intérieur de la Calabre. C'est donc un pilier essentiel du développement économique local. Chaque opération commerciale qui s'y effectue est non seulement contrôlée par les autorités portuaires, mais également par une autorité nationale anticorruption basée à Rome. Ces contrôles sont incontournables pour nous. Mais nous sommes également conscients que le transbordement des conteneurs doit s'effectuer le plus vite possible pour ne pas nuire à la compétitivité internationale du port de Gioia Tauro. Des brèches dans lesquelles la 'Ndrangheta s'engouffre. Les enquêtes ont démontré que parmi les salariés et les sociétés qui interviennent dans le port se trouvent des groupes de personnes qui appartiennent à la mafia. La police, les douanes et les autorités financières effectuent régulièrement des inspections. Mais il est illusoire de penser qu'on peut tout contrôler. Les multiples entreprises, les employés et les milliers de conteneurs quotidiens. D'autant que les équipements sont loin d'être les plus performants. En février 2017, à Gênes, des déchets métalliques radioactifs sont découverts par hasard. Le chargement provient de Gioia Tauro. Quelques mois plus tôt, le terminal conteneur calabré a reçu un scanner flambant neuf. Seulement, à Gioia Tauro, personne n'est formé à son utilisation.
Dans les villes et dans les rues de Gioia Tauro, on ne soupçonne pas du tout l'énorme influence et le pouvoir du crime organisé. Derrière la façade, la mafia exerce un contrôle quasi total sur l'économie locale. C'est une lutte constante entre l'État et l'anti-État. Les experts étrangers connaissent cette problématique. Un opérateur portuaire du nord de l'Allemagne évoque son expérience. En cas de casse à Gioia Tauro, voilà comment ça se passe. On établit toujours 2 factures. Une pour l'entreprise qui effectue le travail et une pour la mafia qui déplie les chaises longues et ne fait rien du tout. Le clan responsable est informé des opérations commerciales effectuées dans le port. Il réclame le paiement d'une taxe de protection, le pizzo. Ils établissent une facture de la part d'une société proche de la mafia, une société écran basée dans des paradis fiscaux comme Guernesey ou le Panama. Là-bas, c'est comme une grande roue qui tourne. Il y a eu par exemple un porte-conteneurs censé récupérer 5 à 8 000 conteneurs vides à Gioia Tauro. Mais il s'est avéré que ce navire était tellement chargé qu'il a touché le fond dans le bassin portuaire. Les conteneurs censés ne peser que leur poids à vide étaient en réalité chargés d'autre chose. Mais ça ne figurait pas sur les documents. Si on fait le calcul, on se rend compte que cela correspondait à 20 ou 25 000 tonnes de marchandises. On suppose qu'il s'agissait de déchets faiblement radioactifs. Cela permet évidemment de gagner de l'argent très vite. Ce n'est pas pour rien qu'on qualifie le port de Gioia Tauro en Calabre de poubelle de l'Europe. On y écoule 70 à 80% des déchets européens. Sur le papier, la société MCT n'est que l'opérateur du terminal conteneur. Les enquêtes relèvent d'autorités qui sont pieds et poings liées de part et d'autre des frontières régionales, contrairement aux trafiquants de déchets qui opèrent à l'échelle mondiale. Je tiens à être clair. Les déchets toxiques qui sont gérés par la mafia viennent du nord de l'Italie et du nord de l'Europe. Là-bas, les industriels veulent réduire encore plus les coûts de traitement des déchets toxiques, au point de faire appel au crime organisé. Le trafic des déchets toxiques est donc certes un problème de la mafia calabraise, mais c'est aussi et surtout un problème d'hypocrisie de la part d'une industrie européenne qui préfère payer moins cher ses activités en travaillant main dans la main avec le crime organisé. À 80 km au sud de Gioia Tauro se trouve Africo Nuovo, petite bourgade au bord de la mer Ionienne, devenue tristement célèbre. En 2013, un habitant a dressé la liste des malades et des morts du cancer. Résultat, sur les 200 mètres de la Via Matteotti, 33 riverains sur 50 ont succombé à des tumeurs. L'affaire a fait les gros titres de la presse. Les habitants ont réagi, échangé avec les autorités et les langues se sont déliées. Il y a dans chaque famille 3 ou 4 cas de cancer. 4 chez moi. Mon fils avait 14 ans. Il était tombé malade à 10 ans. Il ne vivait pas sur la Via Matteotti, mais il passait beaucoup de temps chez ses grands-parents là-bas. Chaque mois, il y a au moins 3 ou 4 enterrements. Souvent, on passe sous silence le fait que ces gens sont morts du cancer. Mon frère vient de se faire opérer. Je crois qu'ici, 80% des défunts sont morts du cancer. Et il y en a beaucoup. Des jeunes aussi, parfois même des enfants. Nombreuses sont les rumeurs qui circulent au sujet de bidons toxiques abandonnés dans la région. Les analyses effectuées n'ont pas donné de résultats. Au sujet d'éventuelles opérations de l''Ndrangheta, règne la loi du silence. Africo Nuovo est le village d'origine du très ancien clan Morabito. Il y a énormément de cas de cancer. Beaucoup trop pour une aussi petite rue. Pourtant, il y a eu des contrôles sur le ciment et la pierre notamment, mais aucune radioactivité n'a été décelée. Ici, il n'y a pas de violence ou de taxe de protection, rien de ce genre. Mais il y a bien la mafia. Je ne dirais pas ça. Je parlerai plutôt de personnes ayant mauvaise réputation.
Loi du silence aussi concernant les 3 chefs de clan emprisonnés ici au cours des 15 dernières années. Parmi eux, Giuseppe Morabito, un parrain légendaire surnommé l'exécuteur. En tout cas, dans cette région, personne n'a jamais fait l'objet d'une enquête à cause des déchets. Du côté des journalistes critiques, la parole est bien plus libre. Quand on parle de la mafia dans les journaux, les chefs de clan considèrent ça comme un honneur. Ça veut dire qu'ils sont importants. Les problèmes arrivent lorsqu'on s'immisce dans leurs affaires. Là, ça peut devenir violent. Le clan qui a autrefois entériné l'accord pour les déchets est celui de Giuseppe Morabito, le parrain d'Africo. Il a donné son consentement pour qu'on se débarrasse de ces déchets dans les environs. Dans l'arrière-pays des villages d'Africo Nuovo et San Luca s'étend le massif de l'Aspromonte, romantique et sauvage. Un précieux paradis de nature pour les écologistes comme Nuccio Barilla. À nos yeux, les endroits comme San Luca sont extraordinaires et magnifiques. Le massif de l'Aspromonte a de quoi vous laisser sans voix. Ici, il y a énormément de gens honnêtes, qui débordent de sagesse et de connaissances. Afin d'offrir un avenir à cette belle région qu'est la Calabre, nous devons préserver cette nature. Mais pour cela, il faut protéger notre environnement des criminels qui l'empoisonnent. Dans ce décor de roches et de verdure se distingue le monolithe de Kappa. L'Aspromonte est un parc national faiblement peuplé et au relief accidenté, essentiellement parcouru par les bergers. Ici, les étrangers sont accueillis à bras ouverts. Sur le versant sud du massif se trouve San Luca, petit bourg de 4000 âmes. La plupart des hommes ont dû quitter le village, au moins pendant un temps, pour gagner leur vie dans le nord du pays. Mais San Luca est aussi le fief de 2 puissants clans de la mafia calabraise. En 2017, c'est là qu'est arrêté l'un des parrains les plus recherchés, Giuseppe Giorgi. Il est également soupçonné d'avoir trempé dans les accords sur les déchets toxiques avec le clan Morabito d'Africo Nuovo. Les habitants de San Luca souffrent de cette image négative. Les gens de la région n'aiment pas cette criminalité, c'est certain. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Si certains d'entre nous commettent des méfaits ou appartiennent à des organisations, on estime que ça les regarde. Ce n'est jamais étalé au grand jour. Ils ne disent pas « demain je vais commettre tel crime ou tel délit ». Évidemment, les gens le vivent mal. Quand il arrive quelque chose de regrettable, tout le monde est triste, puisqu'on se connaît tous. Mais ce qui meurtrit le plus les habitants de San Luca, c'est le fait que cette criminalité soit devenue une chose aussi banale et qu'on parle de ce village comme d'un village de malfrats et rien d'autre. Retour à Africo Nuovo, non loin de San Luca. Une visite au cimetière s'impose en compagnie de celui qui, le premier, a dressé la liste des cas de cancer. Voici une liste des cas de tumeurs enregistrés parmi les habitants de mon village. Elle n'en finit pas de s'allonger. Chez lui, il nous raconte comment tout a commencé. Voici mes statistiques sur les cancers. Elles s'étendent de 1995 à 2010. J'ai commencé avec la rue Matteotti parce que ma sœur, qui est morte d'un cancer, y tenait un commerce. Au village, j'ai comptabilisé 177 décès, 90 femmes et 87 hommes. Étonnamment, ce ne sont pas que des cancers du poumon. Il y a aussi des cancers de l'estomac, du pancréas et du côlon. Pourtant, il paraît qu'il n'y a pas de flux toxique caché ici. Alors, d'où ça peut bien venir? Moi, une nuit, j'ai vu des lumières et un camion. J'ai donné l'alarme.
Des contrôles ont été effectués par hélicoptère, mais ça n'a abouti à rien. En 2008, la police judiciaire mentionne que des déchets toxiques en provenance d'Allemagne ont été transportés à Africo Nuovo. Les services secrets italiens vont encore plus loin. Il s'agit de dossiers secrets récemment rendus accessibles au public. Il est question de plusieurs sites. Parmi eux, la rivière Verde, qui coule près d'Africo. Ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que d'une part, ces déchets sont venus d'Allemagne. Et d'autre part, qu'il y a des documents à l'appui. À l'époque, les carabiniers ont effectué des fouilles le long de la rivière Verde. Ils ont trouvé un champ où la terre avait de toute évidence été fraîchement retournée. Ils ont également trouvé un conteneur rouge. C'est pour ainsi dire la preuve irréfutable que des déchets ont été entreposés à Africo. La rivière Verde coule le long de la bordure est du village pour aller se jeter directement dans la Méditerranée. Les champs environnants sont exploités par les bergers et les cultivateurs locaux. Ici, comme dans tout village proche d'une décharge dangereuse, chacun est concerné par les effets potentiels de ces déchets toxiques. Nous rencontrons le chef de l'unité d'oncologie de l'hôpital le plus proche. Actuellement, lui aussi doit faire face à cette inquiétante recrudescence de cancer. Dans cette région, il n'y a pas de registre officiel des cancers. J'ajoute que les maladies liées au cancer sont causées par de multiples facteurs. Ces causes doivent être étudiées à l'échelle internationale par des chercheurs et non par les médecins locaux. C'est tout simplement impossible autrement. Non, chère madame, les causes des tumeurs doivent faire l'objet d'études internationales. Plus tard, il développe ses propos. Cette façon de s'arranger avec les faits, c'est comme la mafia, comme les gens qui se soumettent à la loi du silence. Avec la maladie, c'est pareil, il y a une omerta. Les gens d'Africo ont bien du courage, et les autorités environnementales affirment n'avoir rien trouvé. Vous savez, moi aussi j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière tout ça. Pas de statistiques, pas d'analyse systématique. Les médecins en sont réduits à deviner les origines de la tragédie. En tant que médecin traitant, je connais pratiquement tout le monde. Bianco compte 4400 habitants et Africo 3200 ou 3300. Je me déplace auprès de nombreux habitants de ces deux villages. Je peux vous confirmer qu'effectivement, j'ai diagnostiqué un nombre beaucoup plus élevé de tumeurs chez les habitants d'Africo que chez ceux de Bianco. Ce qui est étonnant, dans la mesure où Bianco compte beaucoup plus d'habitants. Dans les deux villages, le mode de vie est le même. On ne peut donc pas le mettre en cause. Il se passe quelque chose d'étrange, quelque chose de très étrange. Une fête en l'honneur de Sainte Lucie à Africo Nuovo. J'ai été opérée 2 fois. La première fois, j'ai fait une infection. Mais Dieu soit loué, je suis encore en vie, même si je n'ai plus d'estomac et que je dois manger sans arrêt. À ce jour, la commune compte 3000 habitants. En 10 ans, elle pourrait être décimée. Une source au sein des services secrets italiens nous procure un témoignage glaçant. Il dit notamment qu'autrefois, une habitante d'Africo a reçu 200 millions de lire
pour enterrer 2 fûts pleins de déchets radioactifs. Il dit aussi qu'au fond de la rivière Verde, des voitures remplies de déchets radioactifs ont été enfouies. Des déclarations discrètes et sans appel. Mais les victimes se sentent toujours abandonnées. J'ai un cancer de la peau. Et en plus de cela, 2 tumeurs dans la bouche et plein d'autres dans le nez. Ils ont dû me l'enlever complètement et m'en refaire un. J'ai passé 1 mois sans nez. Bien sûr qu'on en parle entre nous, c'est un petit village. Et pourtant on ne sait rien. Il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Où est-ce qu'on irait? Ici, j'ai un travail, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Quoi faire? Où aller? À 25 km à l'est d'Africo Nuovo, Locre, ville balnéaire où sont établis procureurs et juges. Notre équipe de tournage y a pris ses quartiers. Au cours des 2 semaines de recherche qui suivent, nous allons de surprise en surprise. Ici, le nombre de cancers a progressé de manière fulgurante. Et pourtant, les Calabrais restent étonnamment calmes. Actuellement, dans notre culture, on a l'habitude de mettre en avant les relations. Elle prime sur les droits basiques du citoyen. Quand on se rend dans un établissement public, dans un hôpital par exemple, on demande à nos proches, à nos connaissances, de nous recommander un ami. C'est une manière de s'assurer qu'on va être bien soigné. Non pas parce que c'est notre droit, mais grâce à une faveur à titre personnel accordée par le médecin ou l'employé. C'est comme ça qu'on arrive à un système de dépendance vis-à-vis de l'autre. L'exploration se poursuit autour du massif de l'Aspromonte, jusqu'à la capitale de la province, Reggio de Calabre. Sandro Mattioli sait que les clans constituent la base de l'Ndrangheta. Les liens du sang sont solides et les traîtres doivent subir les représailles de toute une famille. Il n'en a pas moins été sidéré par la réaction de beaucoup d'habitants. Ce qui m'a surpris, après avoir croisé tous ces malades de cancer causés par la pollution environnementale, c'est leur façon d'aborder le sujet. Les gens ne manifestent aucune émotion. Ils ne sont pas en colère. Ils se résignent comme si c'était un coup du sort. L'un des procureurs les plus réputés et expérimentés dans les affaires liées à la mafia calabraise vit près de Locre, Nicola Gratteri. Il existe une loi des reins qui jusqu'à présent ne s'est jamais démentie. Dans une famille de mafieux, l'aîné, s'il est de sexe masculin, est de facto prédestiné à devenir membre de l'Ndrangheta. Nicola Gratteri a commencé sa carrière d'enquêteur dès la fin de ses études. Depuis 2017, il est à la tête du parquet de la province de Catanzaro. Il semblerait qu'il n'y ait que 2 ou 3 endroits où la radioactivité est supérieure à la normale dans toute la Calabre. Cela pourrait provenir de ces fameux déchets. De manière générale, là où on constate une recrudescence de décès liés au cancer, il y a des substances dangereuses et radioactives. De grandes quantités de béton ont été nécessaires pour construire le tunnel de Limina dans les années 1980. En plusieurs points, des militants écologistes ont constaté et signalé la présence d'une radioactivité anormale. Mais ces alertes sont systématiquement restées sans effet, comme nous l'explique le maire de Cinquefrondi, ville proche du tunnel. Certains ont prétendu qu'il valait bien mieux ne pas soulever la question, que ces substances présumées devraient plutôt rester sous le tunnel, car autrement, elles risqueraient de provoquer des dommages bien plus graves. Parmi les paroissiens du curé de Polistena, les cas de cancer se multiplient aussi. Ici, c'est la région de l'Ndrangheta, mais aussi de nombreuses organisations anti-mafia. En moyenne, sur 5 personnes que nous enterrons ici, 3 ont certainement succombé à des tumeurs. Et le nombre de morts ne fait qu'augmenter.
C'est bien la preuve que nos montagnes ont été empoisonnées. Aux yeux des Calabrais, le massif de l'Aspromonte est une sorte de symbole local. Et pour certains chefs mafieux aussi, y dissimuler des déchets radioactifs serait un acte criminel. C'est l'avis de Vincenzo Melia, qu'il partage avec son conseiller Nicola Romano en 2008. Des opérations douteuses que le mafieux calabrais Carlo Mico confirme lors d'une conversation téléphonique enregistrée en 2001. J'ai 10 litres de gaz neurotoxique capable de tuer dans un rayon de 8 km. Je l'ai enfoui quelque part, je compte plus y retourner. J'ai peur d'approcher du lieu. Ce gaz neurotoxique vient d'un Russe, un Soviète, un danger ambulant. La ville de Cosoletto n'est qu'à quelques kilomètres de Gioia Tauro. Ici encore, un cimetière. Encore des morts du cancer. Encore une ville dont le maire avait tiré la sonnette d'alarme. Collega dell'amministrazione provinciale è morto di tumore. No, così giovane. Questo signore è morto di tumore. Come vedi, morto di tumore. Padre e figlio. Padre e figlio? Sì. Tutti e due di tumore? Forse da qui, Francesco. Chiusa la cappella qua. La famille de l'ancien maire a elle aussi payé un lourd tribut. L'unica che probabilmente non è morta di tumore è mia mamma, che è morta all'età di 93 anni. Mio padre a 67 anni è morto di tumore. Mia cognata, moglie di questo fratello qua, morta di tumore. Mio fratello è morto di tumore, mio cognato è morto di tumore. L'Agence pour la protection de l'environnement Arpacal s'est déplacée et a levé l'alerte. Malgré une foule d'indices accablants. Quelqu'un a parlé d'un camion qui s'est rendu dans les montagnes et n'en est jamais revenu. Une seule personne? Non, beaucoup d'autres en ont parlé. Il n'y a pas qu'une seule personne. Et les gens ont évoqué des camions avec des fûts. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Le parquet est situé au cœur de la ville de Reggio de Calabre. Nicola Gratteri y a travaillé pendant des années. À une époque, les jeunes mafieux ont dit « On ne veut plus vivre exclusivement de l'extorsion de fonds et de l'usure, infiltrés dans le transport et le bâtiment. Ça ne nous suffit plus de ne contrôler que ces secteurs-là. » Dans les années 1970 et 1980, des milliards de lire ont été injectés par l'État pour investir dans la construction. Des patriarches comme Antonio Macri ont été assassinés. Puis, il y a eu des affrontements sanglants remportés par la jeune génération qui a fondé la Santa. Depuis, il y a ce qu'on appelle les santisti, des personnes qui peuvent appartenir à la fois à un clan mafieux et à une loge maçonnique. Désormais, les mafieux ont des contacts directs avec les hauts fonctionnaires, les médecins, les ingénieurs, les avocats et les juges. Cela a permis au clan de faire un très grand pas en avant. Depuis, ils ont pignon sur rue. Nous, en Calabre, nous sommes le passé, le présent et nous serons l'avenir. Des paroles prononcées par l'un des parrains de la 'Ndrangheta à l'adresse de ses amis comme de ses ennemis. Désormais, les avocats généraux calabrais ne se battent plus seulement contre les boss de la mafia, ils ont aussi affaire à des infiltrés sur la scène politique et économique, ainsi qu'à des loges secrètes obscures
qui empoisonnent la vie publique. En Calabre, sur 32 de ces réseaux, 28 seraient contrôlés par la mafia calabraise. En 2016, Antonio Caridi, sénateur de Calabre, est démasqué. Il perd son immunité parlementaire et est incarcéré. On lui reproche ses liens avec la mafia et son appartenance à l'une de ses loges criminelles. Il avait été placé sur écoute pendant des années. En 2009, les enquêteurs avaient surpris un entretien avec Girolamo Giovinazzo, dit Jimmy, un des parrains de la 'Ndrangheta. Antonio, buongiorno, ti disturbo? Come stai? Bene, tu? Ma al lavoro. Senti, io vorrei vedermi con te questi giorni perché dobbiamo stabilire un sacco di appuntamenti. A disposizione. Devo scendere perché dobbiamo stabilire con te dove abbiamo un po' di appuntamenti perché c'è un po' di amici che dicono che tutti che ti vogliono votare. Perciò voglio passare mezz'ora con lui. Se va benissimo, adesso mi organizzo. Quando vuoi. En 2010, Caridi entre au Conseil de Calabre. Son élection, il la doit aux voix promises par le chef mafieux lors de ce fameux accord. 3 ans plus tard, il devient sénateur. La promenade de Reggio de Calabre. Patrizia et Sandro font le point sur l'avancée de leurs recherches et échangent leurs impressions. Cette mer, cette vue extraordinaire. Comment imaginer une seule seconde qu'on puisse empoisonner tout ça, oui. La région de l'Aspromonte pourrait être magnifique. Mais malheureusement, avec ces déchets dangereux, personne ne sait rien et personne ne va chercher à savoir, surtout là. Mais ceux qui sont responsables de tout ce trafic n'ont pas un peu de soucis à se faire? Ça poserait de gros problèmes si tu disais qu'il y a des déchets radioactifs à tel endroit et que les gens ne doivent plus y aller. Le tourisme et l'agriculture s'effondreraient. Plus personne ne voudrait pêcher ici. Toute la région serait ruinée. C'est sûr. Et manifestement, les coupables s'en moquent complètement. Il faut croire que leurs priorités sont ailleurs, pas ici. Mais qui se cache réellement derrière ces sordides spéculations sur les déchets? Un parrain de la mafia ne peut pas faire venir plusieurs kilos de matériaux radioactifs d'un claquement de doigts. Le procureur Giuseppe Lombardo a développé une sorte de théorie des modèles au sujet de la 'Ndrangheta moderne. Il est persuadé qu'il existe une mafia à l'intérieur de la mafia calabraise. Une sorte de 'Ndrangheta invisible. Je vais vous expliquer sa structure. Il y a 2 pyramides. Celle d'en bas représente la base, avec une multitude de clans familiaux. Sa pointe est en contact avec une pyramide plus petite. C'est dans celle-ci qu'évoluent les politiques, les services secrets et les loges. Au sommet, il y a les grands parrains qui contrôlent des projets qui les rendent absolument indispensables pour l'État. Ils sont les seuls à savoir ce qui se passe en haut et en bas. Apertamente è pulito, però effettivamente gli invisibili siamo giuncini. Sotto la massoneria però hanno le stesse regole che si può. Quand on intègre une loge de la mafia, on appartient aux plus hautes instances de la 'Ndrangheta, à la mafia invisible, au cercle très restreint des grands parrains. Qui gère le trafic des déchets radioactifs dans le monde? Eh bien, ce sont justement ces gens-là. Un groupe restreint, mais qui agit à l'échelle internationale, notamment en France. Depuis des décennies, Marseille est aux mains de la mafia corse, mais la mafia calabraise y a elle aussi étendu son emprise. En 1995, le navire Coraline quitte le port de la cité phocéenne. Son propriétaire est une compagnie maritime établie dans le nord de l'Allemagne. Au large des côtes italiennes, le navire fait naufrage. Le Caroline est l'un des derniers bateaux sur lesquels l'enquêteur des Grazia s'est penché. Sa particularité, c'est que par la suite, on a retrouvé quelques-uns de ses conteneurs dans le port de Salerne. Lors des analyses qui ont été effectuées, on a constaté des traces de thorium-234. Mais en fin de compte, on n'a jamais vraiment su ce qu'avaient réellement donné ces contrôles. Le chargement du Coraline continue donc à pourrir au fond de la Méditerranée. Sandro Mattioli se rend à Paris pour effectuer des recherches.
il y retrouve Fabrice Rizzoli, spécialiste de la mafia en France. La France est un pays où la problématique des déchets revient souvent, et il en a toujours été ainsi. C'est en quelque sorte le point de départ du trafic de déchets, avec les fûts remplis de dioxine retrouvés en France après la catastrophe de Seveso. Parmi les hautes autorités de l'État français qui siègent à Paris, il y a l'OCLESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, fondé en 2004. Ces enquêteurs s'intéressent de plus en plus à la mafia, même si... La notion de mafia n'existe pas en France, en tout cas c'est pas en matière de procédure pénale et de code pénal. Le rapport d'Europol estime qu'en gros, il y a 25% des transferts de déchets qui sont réalisés qui sont illicites. Alors l'exportation vers l'Italie, ça arrive. Si c'est du non dangereux, le transfert se base uniquement sur une procédure d'information, c'est du déclaratif. Dans le sud de la France, on s'intéresse à d'éventuels transports par voie maritime, transport de déchets par voie maritime. C'est évident que c'est un moyen pratique d'évacuer les déchets. Après, couler un bateau, ça passe pas inaperçu. C'est également depuis la capitale qu'agit le CIRASCO, le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur le crime organisé. Il a été créé en 2009, soit un quart de siècle après l'incarcération du premier chef mafieux dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une marque de fabrique ? La place de la mafia italienne en France n'est pas celle la plus importante en France, dans la mesure où on a d'autres organisations, et notamment les organisations criminelles françaises. Toutefois, la mafia italienne est présente de longue date sur le territoire français. On a des gens qui représentent les intérêts d'organisations calabraises sur le territoire, j'en profite pour signaler qu'on n'est pas en position de connaître la structuration exacte de ces organisations sur notre territoire. La lutte anti-mafia a prouvé son efficacité en Italie. Seulement, les problématiques françaises ne sont pas forcément les problématiques italiennes. On n'a pas d'informations actuellement qui nous permettent d'identifier de manière sûre et certaine la présence de localais en France. C'est parfois difficile de reconnaître que nous ne savons pas ou que nous ne pouvons pas identifier un phénomène de façon suffisamment claire pour révéler son existence. Donc voilà. Pour ce qui a trait aux Calabrais opérant en France, il est clair qu'ils sont subordonnés à la matrice. Ces bastions de la 'Ndrangheta, appelés locali, sont toutefois connus des juges français depuis longtemps. Grâce aux confessions des repentis, les enquêteurs italiens, dont Nicolas Gratteri fait partie, ont également pu s'en faire une idée précise. Le problème, ce sont nos automatismes. Nous raisonnons en termes de nations. D'un côté, l'Allemagne, de l'autre, la Belgique, les Pays-Bas, la France. Mais pour les mafieux, rien de tout cela n'existe. En réalité, les seuls vrais Européens, entre guillemets, ceux qui réfléchissent et agissent sans frontières, ce sont les mafieux. Golfe Juan, sur la Côte d'Azur. Terrain de jeu des riches, des puissants et des corrompus. La Côte d'Azur, c'est très fin, c'est sophistiqué, c'est des notables, c'est des gens qui ont les meilleurs avocats, qui placent leur argent très discrètement dans des paradis fiscaux. C'est vraiment une criminalité de notables et de gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a une justice qui est assez faiblarde. Je suis installée depuis 3 ans à Nice. Quand je suis arrivée, on m'a parlé d'affaires de corruption qui étaient prêtes d'être jugées. J'en entends plus parler depuis 3 ans. Nous continuons de longer la côte, direction l'Italie. Par endroits, il n'est pas rare d'entendre parler davantage calabrais que français. La mafia calabraise s'ancre de plus en plus profondément sur la Côte d'Azur, et plus on approche de l'Italie, plus elle gagne en puissance. Le clan des Pellegrino a été actif à Menton, tout près de la frontière. Eh bien, les frères Pellegrino ont fait le terrassement de cet immeuble qui a vu naître la gendarmerie de Menton
comme ils ont fait le terrassement de 7 immeubles standing qui ont vu aussi accueillir la communauté d'agglomération de la Riviera française, donc une collectivité territoriale, mais aussi la maison de la justice et du droit. Donc on peut se demander ce que fait la France pour lutter contre les infiltrations mafieuses dans l'économie légale. Une infiltration à laquelle juges et enquêteurs ont opposé une résistance toujours plus vaine. Quantitative, nous étions 7 juges avec 8 greffiers et nous réclamions des renforts. Et aujourd'hui, nous sommes 4 juges avec 4 greffiers, c'est-à-dire on a presque divisé par 2. Beaucoup d'argent, beaucoup de chantiers pour bien peu d'enquêteurs. Pendant un siècle, Entresènes, un quartier excentré d'Istres, a accueilli la plus vaste déchetterie à ciel ouvert d'Europe. Dans l'Hexagone, les déchets toxiques et radioactifs constituent un sujet très sensible. Si je comprends bien, ici, on nie l'existence de liens entre la mafia et le trafic de déchets illicites. Tout à fait. Il est important de savoir qu'en France, le programme nucléaire civil s'est développé à partir de celui de l'armée. La France possède toujours l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'aucune autorité n'informe l'opinion sur le sujet. L'atome, c'est secret défense. Cela relève de la raison d'État. Et j'ai comme l'impression que ce silence s'étend aux civils. La ville de Vintimille, à la frontière avec l'Italie. Depuis 50 ans, les Calabrais en quête de travail affluent sur le littoral de Ligurie. Les mafiosi leur ont emboîté le pas. Désormais, Vintimille est considérée comme l'une des places fortes de la mafia calabraise. Dans la vallée de la rivière Bevera, dans l'arrière-pays de Vintimille, on trouve des sites de collecte et de traitement des déchets, dont une carrière et une mine. Cette société a déjà attiré l'attention des enquêteurs. Elle est soupçonnée de trafic de déchets. Un signalement anonyme, on m'a expliqué que des déchets venaient de France, qu'elle les envoie ici, illégalement, des déchets qui normalement doivent être traités par une entreprise spécialisée dans le traitement de déchets. Et ces affaires douteuses ne se cantonnent pas à la France. Soit les entreprises chargées des déchets comptent sur le fait que les sous-traitants vont éliminer leurs déchets en bonne et due forme, soit elles font cause commune. L'entreprise de traitement encaisse l'argent pour détruire les déchets de manière conforme. Elle récupère ensuite une partie des bénéfices réalisés par le biais d'un sous-traitant, grâce à un traitement moins cher car illicite des substances dangereuses. Rencontre avec le militant Christian Abondanza, afin d'échanger des informations au sujet de la 'ndrangheta et des accords sur les déchets. Selon un signalement anonyme tout à fait sérieux, des déchets issus de décharges auraient été convoyés vers l'Italie, vers la carrière proche de la rivière Bevera. La vallée de la Bevera est l'un des lieux où les déchets sensibles de France sont déversés en Italie par des intermédiaires de la 'ndrangheta. Quelqu'un qui a dénoncé ces pratiques a ensuite reçu des menaces très graves. Un carabinier du coin lui a dit « Si vous continuez comme ça, que vous empêchez ces transports, ils vont vous tuer ». Ce genre de trafic ne peut être effectué que par le biais d'intermédiaires, y compris de la part de grandes entreprises. Aucun pays n'est d'accord pour qu'on démasque les intérêts des multinationales. Sur les hauteurs de Bordighera, commune proche de Vintimille, trône la villa de la famille Pellegrino Pepe. Les frères Pellegrino sont actuellement devant les tribunaux. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont aux prises avec la justice. Leurs casiers judiciaires sont lourdement chargés. Et pourtant, ils ne semblent pas inquiets. Les Pellegrino ne se plient pas aux règles de retenue publique en vigueur dans les rangs de la mafia. On peut citer les sculptures ostentatoires de leur villa, la vidéosurveillance et bien sûr les belles voitures. Il existe des relevés d'écoute téléphoniques dans lesquels le parrain d'à côté qualifie leur train de vie de risible. En 2011, la villa est saisie avec tous les autres biens de la famille Pellegrino. Il me semble que la villa est toujours en vente. Comme vous le savez sans doute, tous les biens confisqués sont administrés par une agence publique qui peut soit les revendre, soit les mettre à disposition de structures bénévoles ou d'associations à vocation sociale. Mais pas cette fois.
En 2011, Lucia Pepe obtient de la commune de Bordighera le droit de rester dans la villa pendant 3 ans. Raison invoquée, la femme doit continuer à répondre aux besoins sociaux et scolaires de ses enfants. Actuellement, une procédure est en cours pour faire appel de la saisie. Vous avez pris des photos? Je croyais que cette villa avait été confisquée. Vous avez pris des photos? C'est une propriété privée. Allez, on s'en va. Quelques minutes plus tard, des carabiniers arrêtent notre équipe pour un contrôle d'identité. Après un appel de la Villa Pellegrino, affirme-t-il. Nous aurons beau demander au chef de cette patrouille pourquoi notre équipe est contrôlée et pourquoi Madame Pepe est autorisée à vivre dans la villa, nous n'aurons aucune réponse. Les Pellegrino sont actifs sur pratiquement toute la côte ligurienne. Avec d'autres clans, ils exploitent entre autres une déchetterie et une carrière, illégalement, comme l'ont découvert des activistes. Pendant des mois, ces derniers ont observé le balai des camions. Les enquêteurs ont quant à eux pu enregistrer des échanges entre Michele et Gianni Pellegrino. Michele, com'è? Una bella notizia. Ho preso un cantiere. Quale? Le caravelle. Sono circa 1900 metri cubi di scavo. Sì. L'ho preso a 12 euro lo scavo e 18 il trasporto, a 30 euro. Forse abbiamo chiuso pure l'altro scavo con Giannino Tagliamento. Giannino Tagliamento, ce nom nous dit quelque chose. Né à Naples, il fait figure de relais entre les différentes mafias de la Riviera. En 2016, il est incarcéré. La 'Ndrangheta est un peu comme une entreprise multiservice. Elle exécute tout ce qu'on peut imaginer à des prix défiant toute concurrence, du trafic d'armes au traitement illicite des déchets. Et malgré ça, les procureurs nient encore aujourd'hui la présence de la mafia en Ligurie. La Ligurie est pourtant bel et bien un bastion de la 'Ndrangheta. Des clans bien connus peuvent y conclure leurs affaires à 2 pas de la Côte d'Azur sans être inquiétés. Les Pellegrino, leurs activités en France ne sont pas forcément des activités illégales. Melzo, à 200 km au nord de la côte, en banlieue de Milan. C'est ici qu'est établi le siège officiel de l'opérateur portuaire germano-italien Concip Italia Group. Cette grande société administre notamment le terminal des conteneurs de Gioia Tauro, en Calabre. Bien avant son ouverture, Concip convoitait déjà ce terminal amené à devenir le premier de Méditerranée. Il est évident que le port de Gioia Tauro a été fondé suite à un accord entre une multinationale et le clan Piromali. En 1996, l'ancien PDG de Concip, Walter Lulli, rencontre un certain Monsieur Bianchi. En réalité, ce dernier n'est autre que Domenico Pepe, ami intime de l'un des boss de la mafia de Gioia Tauro. Il pose ses conditions. Il entend toucher $1,50 par conteneur transbordé. Les négociations se prolongent au sujet de pratiques bien connues à Gioia Tauro. La 'Ndrangheta est par nature un parasite. Nous avons enregistré un échange entre 2 frères du clan Péché qui parlaient d'un coiffeur du coin. Lui aussi devait s'acquitter de la taxe, aussi modique soit-elle. C'était le seul moyen pour que tout le monde comprenne bien qui faisait la pluie et le beau temps au village. Si ces mafieux sont capables de s'intéresser aux 10 € mensuels versés par un coiffeur, imaginez l'intérêt qu'ils ont pour le plus grand acteur économique de toute la Calabre. En 1998, Cecilia Echelman Battistello devient PDG de la multinationale germano-italienne. Chez elle, la gestion portuaire est une compétence innée. Always very emotional though, you know, like a new baby. La mafia, elle ne veut pas en entendre parler. Est-ce que je suis accusée de quelque chose? Non. Alors ça suffit avec les rumeurs et les écoutes. Voilà la réponse servie à une agence de presse. J'aurais été étonné qu'elle fasse une confession publique. Lorsque nous posons la question à Concip Italia, le service de communication nous transmet des informations ainsi qu'un conseil. C'est sans doute une plaisanterie. Le fondateur de Concip est décédé 2 ans avant l'expédition du premier conteneur. Lisez le livre intitulé Malapianta. Son auteur n'est autre que le procureur Nicola Gratteri.
Le port de Gioia Tauro est contrôlé par les clans familiaux au millimètre près. Cependant, l'opérateur a toujours nié s'être acquitté d'une indemnité dite de bienvenue, bref, d'une taxe de protection. Un autre livre, celui de l'ancien président de la commission anti-mafia, ne plaît guère à Consip. Lui aussi décrit les relations entre l'opérateur de terminaux et la 'ndrangheta. Face aux reproches, l'auteur s'en tire par une pirouette. Évidemment, cette taxe de protection, ce fameux dollar, n'est plus versé aujourd'hui. Vous ne dites rien. Ça se passe en euros maintenant. Retour en Calabre. Nous sillonnons les provinces de Catanzaro et Reggio de Calabre, qui totalisent près de 50 ans d'histoire des déchets. Crotone est une ville bordée de plages de cartes postales. Durant l'Antiquité, elle a servi de base aux Grecs et aux Romains. Mais au XXe siècle, l'industrie lourde et l'industrie chimique ont tout changé. Des millions d'euros y ont été brassés et des tonnes de déchets toxiques évacués. Depuis 2001, Crotone figure sur la liste des zones sinistrées d'Italie, avec un espace contaminé qui frôle les 2000 hectares. À terre comme en mer, des dizaines de substances dangereuses ont été détectées. Des usines désaffectées dans une ancienne zone industrielle, signalées par des pancartes, mais pas assainies. Autrefois, la mairie appelait cette avenue le boulevard des Amoureux. Juste en dessous, ont été enfouis arsenic, phosphate et bien d'autres. Officiellement, le centre-ville ne figure pas parmi les zones à risque. Il faut dire qu'ici, les recherches n'ont porté que sur une seule substance, un mélange de ciment contenant des métaux lourds. Des millions de mètres cubes de ce matériau ont été utilisés sans le moindre discernement. L'entreprise Pertusola l'a fabriqué et vendu, ce qui a permis d'économiser les frais d'un traitement en bonne et due forme et en plus de dégager des bénéfices. Il y a eu d'autres substances potentiellement toxiques. Par contre, elles n'ont jamais fait l'objet de contrôle. Il faut croire que l'État redoute de trouver d'autres terrains qui nécessiteraient un assainissement. 2 écoles ont été fermées, dont l'école primaire Alcmeone. Elle a été construite sur et avec des matériaux toxiques. Attention, ne respirez pas. Pourquoi? Il y a des produits toxiques là-dessous. Ici, chaque enfant est conscient des dangers et a perdu des membres de sa famille à cause du cancer. Dans les bâtiments publics, le travail continue, y compris à la préfecture de police, et ce, malgré les risques toxiques pourtant connus. Un véritable désastre écologique et social, dans une région où à ce jour, les puissants clans mafieux poursuivent leur commerce lucratif sans aucune intention de l'arrêter. À Crotone, nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir un repenti pour nous indiquer les endroits où fouiller et pour désigner les coupables. Mon mari et mon neveu ont eu un cancer, puis ça a été moi et ma meilleure amie. Je ne veux pas être une victime. Ai signori politici, a quelli che dicono che io strumentalizzo la mia malattia per la poltrona blu. Io il culo su quelle poltrone non me lo sporco. Voglio dire soltanto una cosa. La manifestation citoyenne a trouvé un large écho parmi la population, mais les autorités ont fait le dos rond. Ici, on fait comme si tout allait bien. Même l'agence de protection de l'environnement calabraise, l'ARPACAL, n'effectue pas correctement son travail, pour entre autres des raisons politiques. Cela fait des années qu'elle ne touche plus les subventions pourtant garanties par la loi. Le littoral, près de la capitale calabraise, Catanzaro. De vieilles rumeurs évoquent l'histoire de 2 pêcheurs qui auraient remonté une masse d'une matière indéfinissable dans leur filet. Par la suite, ils seraient tous les 2 morts d'une leucémie. Certains pensent que le cargo Corabi a pu larguer une partie de sa cargaison au large de la côte. En 1994, ce navire avait pris la mer depuis un port allemand. On lui avait ensuite refusé l'entrée dans le port de Palerme parce qu'une radioactivité anormale avait auparavant été détectée à son bord. L'ARPACAL est l'agence de protection de l'environnement qui effectue ce type d'analyse en Calabre, une organisation qui se veut sérieuse.
Aux endroits où nous avons effectué des mesures ou prélevé des échantillons, nous n'avons pas détecté de déchets radioactifs ou toxiques. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en aura pas. Entre-temps, nous avons reçu de nouveaux appareils grâce aux fonds de l'Union européenne. Ils vont nous permettre d'effectuer de nouvelles recherches. Après cette entrevue, l'ARPACAL a tenu à fournir des précisions. Nos propos ne doivent être ni raccourcis ni détournés. Le docteur Procopio a nié catégoriquement la présence de déchets radioactifs dans les zones de la Calabre qui ont été citées. Actuellement, l'ARPACAL utilise ses moyens techniques à d'autres fins. Depuis début 2017, ses employés sont à la recherche d'un navire antique ayant appartenu à l'empereur romain Caligula. Pas en Calabre, mais du côté de Rome. Depuis cette carrière exploitée clandestinement près de la ville touristique de la Media Terme, on distingue une décharge au bord de la rivière Bagni. C'est l'une des fameuses déchetteries oubliées. Depuis des décennies, les militants écologistes se battent pour un assainissement complet de cette zone. Les analyses ont été effectuées par l'ARPACAL, mais l'agence a toujours refusé de nous les transmettre. La présence d'arsenic et de zinc a été prouvée. La nappe phréatique présente une teneur élevée en fer, magnésium, plomb et sulfate. Tout cela est présent dans la nappe. Ici aussi, beaucoup de gens sont morts du cancer. Le militant nous prévient qu'il vaut mieux éviter de fumer. Selon lui, même mouillé, l'herbe peut prendre feu. Nous nous rendons ensuite à la décharge de Casignana, l'une des nombreuses faisant l'objet d'une enquête au long cours. Au total, nous parlons de 696 sites contaminés. On a du mal à y croire. Casignana se situe entre San Luca et Africo Nuovo. Les dépôts d'ordures y sont disposés en terrasse. Récemment, elles ont été couvertes, mais cela n'a pas servi à grand-chose. Il y a à peu près un mois, nous avons eu de violentes précipitations et les bassins de collecte ont une fois de plus débordé. Cette année encore, les eaux contaminées se sont écoulées jusque dans la vallée. En 2011, les enquêteurs ont filmé l'administrateur en train d'enlever une conduite à coups de pied. En 2016, le journaliste Giulio Golia s'est procuré une analyse universitaire. Il l'a comparée aux résultats de l'Agence de protection de l'environnement, l'ARPACAL. Non si presentano tracce di inquinamento sul vallone della discarica. Vediamo se le analisi dell'Università di Messina sono significative. Giriamo nel mezzo dei numeri. Sono abbastanza allarmanti, sì o no? Direi di no. 24 di piombo è nella norma? Dunque, mi pare che il piombo come limite dovrebbe avere 10, quindi in questo caso potrebbe essere superiore al limite. No, potrebbe essere superiore. Poi per quanto riguarda il nickel, mi pare che il nickel è superiore pure. Per tutti c'è una criticità, per voi è tutto a posto. À l'Ocre, le procureur est bien conscient du caractère explosif et très compromettant du dossier. Casignana est un volcan environnemental, une bombe à retardement. Aujourd'hui encore, cette décharge libère des liquides extrêmement toxiques. Nous lisons les analyses effectuées par les instituts et les autorités, mais faisons également appel à nos propres sources qui ne sont pas les mêmes. Quant à ceux qui connaissent l'envers du décor, ils préfèrent faire profil bas. Notre contact au service secret nous conseille de nous intéresser à la décharge d'un ingénieur de Bianco. Des témoignages qui dorment dans les archives des autorités calabraises soulignent que dans la nuit du 19 au 20 mars 2005, 3 gros camions et une excavatrice ont été observés dans la décharge de Casignana. De nombreux fûts en métal y auraient été enfouis. En décembre 2016, se joue un véritable bras de fer entre le parquet et les personnes impliquées dans le trafic de déchets. Au sud de Reggio de Calabre, une dizaine de membres de l''Ndrangheta sont interpellés. Parmi eux, des salariés du secteur de traitement des déchets et des hommes politiques. Les clans de sinistre réputation ont infiltré le secteur des déchets de manière systématique et à grande échelle. C'est une petite victoire pour le procureur général Federico Cafiero de Rao et son équipe antimafia.
Sait-on déjà de quelle catégorie de déchets il s'agit dans le cas présent? Dans la masse de déchets, il pourrait y avoir des substances radioactives. Comment savoir? Si je comprends bien, ça n'a pas encore été vérifié. L'entreprise de traitement des déchets est active dans de nombreuses communes. Il convient donc de vérifier tout cela. Le parquet décide de mener l'enquête et d'effectuer les analyses de manière indépendante dans tous les secteurs et les régions concernées par les déchets. Un informateur nous le confirme en marge de la conférence de presse. On a mené une opération non loin de l'Ocre. Là-bas, les fonctionnaires ont déterré des fûts. Jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Il faut dire que la moitié de la colline s'est effondrée après les intempéries. Pourquoi les déchets précisément? Parce que ce commerce est devenu la colonne vertébrale des clans pour infiltrer le milieu politique et les pouvoirs publics. C'est un projet de politique économique qui a uni les clans mafieux et dans le même temps leur a permis d'acquérir le statut d'industriel. La vision du hameau Trunca, proche de Reggio de Calabre, est d'autant plus étonnante. Il s'agit du berceau du clan des Alampi, très impliqué dans le trafic de déchets. Mais ce village se meurt, car les mafiosi ont choisi d'investir leur argent ailleurs. Non loin d'ici, une enseigne du géant français Veolia retient l'attention. Matteo Alampi, le chef de ce clan, a été incarcéré sur la Côte d'Azur en 2014. Dernière étape de notre parcours, Amantea et son littoral. Une région idyllique, très prisée des vacanciers, jusqu'au 14 décembre 1990. Des vents tempétueux et une forte houle font s'échouer le Rosso, un cargo qui n'a pas voulu couler. Pour beaucoup, il est le symbole de la tragédie des déchets toxiques. À l'époque, un homme observe en cachette un balai, pour le moins suspect. Une demi-heure après l'arrivée de Rosso, j'ai vu un hélicoptère. Il n'appartenait clairement pas à la protection civile, aux carabiniers, aux douaniers ou à l'autorité portuaire. Il était petit, de forme trapue. 3 ou 4 personnes y sont montées grâce à une échelle. Selon les dossiers le concernant, le Rosso s'appelait auparavant le Jolly Rosso et transportait de manière tout à fait officielle des déchets toxiques vers l'Italie. Mais cette fois, la cargaison était sans doute différente. Des déchets toxiques certes, mais aussi radioactifs. C'est également ce que soupçonnent les enquêteurs. Une ouverture avait été pratiquée au chalumeau. Quelque chose devait être évacué au plus vite. C'est la firme néerlandaise Smithtac qui est chargée du remorquage du navire. Elle est spécialisée dans le sauvetage des bateaux à cargaison radioactive. Un journaliste local recueille plus tard des témoignages surprenants de la part des riverains. Cette nuit-là, dans tout Amantea, on a entendu des camions qui faisaient des allées et venues jusqu'à la plage. C'était des malfaiteurs? Absolument. Les patrons des entreprises missionnées étaient des truands. Il y avait aussi une camionnette sombre, à vitres teintées. Tous ceux qui en sortaient portaient des combinaisons intégrales blanches, comme celle de la police scientifique, quand ils cherchent des échantillons d'ADN. Des déchets toxiques et radioactifs ont pu être stockés dans la vallée voisine d'Oliva. Des déchets illicites, provenant non seulement du Rosso, le navire échoué, mais aussi d'ailleurs. Malheureusement, tout le monde est au courant ici. Mais la plupart des gens préfèrent se taire. Je crois que les déchets radioactifs se trouvent là-haut.
les résultats de l'enquête du parquet de Paola mentionnent notamment les faits suivants. Il existe actuellement un danger pour les habitants en raison de contamination toxique. L'isotope du césium-137, un produit issu de la fission nucléaire, a été détecté. Une nette augmentation de la mortalité a également été constatée dans la région. Ces documents ont été archivés, les témoignages ignorés. Con esattezza di aver visto i fusti blu. Sicuramente quei fusti sono finiti là sotto. Perché fare lavori di notte? Perché fare tutto di nascosto? Perché gli autisti che hanno lavorato lì muoiono di cancro? Perché? Dans la vallée d'Oliva aussi, les cancers sont plus fréquents qu'ailleurs. Des cancers de toutes sortes, de la thyroïde, de l'ésophage, de la vessie, de l'utérus, du côlon, du foie et du sang. Selon 2 militants écologistes de la région, les dimensions estimées de cette catastrophe environnementale ne cessent de grandir. On a pu estimer que dans la vallée, entre 160 000 et 180 000 mètres cubes de déchets ont été enfouis. Nous essayons d'obtenir du Parlement européen des fonds pour procéder à un assainissement complet de la région. Dans le cas du Rosso, l'enquête a été abandonnée en 2009. La compagnie maritime responsable, Messina Lines, nie toutes les accusations et se réfère à un non-lieu rendu par le juge d'instruction de Paola. En 2017, militants écologistes et autorités environnementales ont effectué une demande d'assainissement auprès de l'Union européenne. La réponse de Bruxelles est catégorique. Sans coupable, aucun financement ne sera débloqué. Vous savez comment on appelle ça en italien? L'omerta. C'est ça. Seuls ceux qui se taisent survivent. Qual è la dignità dell''ndrangheta moderna? Succhiate il sangue della povera gente, impoverite ancora di più questa terra. E dietro di voi ci sono quei mascalzoni politici che vi vengono a chiedere i voti e dietro quella politica corrotta ci sono quei imprenditori spregiudicati che si arricchiscono per poco. Siete voi il dramma di questa terra, siete voi il male di questa terra.